je cueille, on va dire, tous les bourgeons. Et à part les bourgeons de cassissier, du coup j'ai pas trouvé de cassissier sauvage, il n'y en a pas trop dans le coin. Mais par contre les bourgeons de framboisier, oui. On est sur des framboisiers sauvages et cultivés quand j'ai un petit peu prendre à la maison, mais les grosses quantités c'est en sauvage. Sinon c'est tous les, voilà, le noyer, le frêne en bord de Garonne, le sureau c'est que du sauvage, les feuilles de noisetier c'est du sauvage, les prêles que tu vois là, je les cultive pas, c'est du sauvage, donc pour la tisane, le tilleul, toutes les messicoles, elles viennent toutes seules aussi, donc camomille, coquelicot, ça je les ramasse chez les maraîchers bio. Tous les trucs qu'on a ici méditerranéenne, antiseptique, antiviral, lavande officinale, origan. L'origan d'ici, il est bien, mais c'est vrai qu'Origanum compactum, celui qui est au Maroc, il est encore plus chargé. Mais je pense que l'origan d'ici, il n'y a aucun souci. Satureja montana, laurier pour le côté antifongique, antiseptique, donc je te dis, lavande officinale sans souci. Origan, sarriette, c'est des antiviraux antiseptiques hyper puissants en fait. Tu rentres dans l'univers de la pizza, moi je comprends pas qu'on puisse acheter une pizza sans aromates. Rien qu'origan et sarriette, ça te transforme la pizza quoi. On a fait un pain à l'ortie qui est génial, une recette de pain à l'ortie avec l'ortie que j'ai récoltée. Donc il y a une partie poudre donc, qui donne un pain vert et que tu mélanges à la farine. Et il faut de la fraîche. Donc c'est un mélange de frais et de poudre et ça a fait un tabac. Et c'est vrai que ça a une odeur de ouf. Et grillé avec un fromage, c'était trop bien quoi. Ondine est une onde d'énergie qui cultive, cueille en nature et transforme les plantes aromatiques, médicinales et à parfum en Gironde dans le petit village de Bari, situé près de la Garonne. Si les plantes renferment toute une médecine en soi, Ondine concentre leur magie dans des produits de soins. Dans le premier épisode, Ondine nous présente son terrain de jeu de 500 m² où le sauvage a toute sa place parmi les plantes cultivées. Son expérience de naturaliste a aiguisé ses sens pour repérer les oiseaux qui ont élu domicile chez elle. Mauve de Mauritanie, calendula, hibiscus, citronnelle de Java, tea tree, patchouli, rose de Damas, lavande officinale, estragon de Russie. Toutes les plantes ont des propriétés, nous dit Ondine. Dans le deuxième épisode, assise à l'ombre du figuier, nous discutons de ce qui a fait germer sa passion pour la sagesse des plantes, pour en arriver à créer son entreprise La Fleur aux Dents. Nous discutons de ses manières d'apprendre, des anecdotes parfumées sur les plantes et la présentation de sa gamme où vous comprendrez que la transformation et la diversité sont clés dans son modèle économique. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast. Mon vœu est de vous faire entendre la voix des paysans et paysannes qui prennent soin du vivant. Pour que le podcast soit encore plus écouté, partagez-le. Laissez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez-moi un commentaire et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir mon travail en me faisant un don. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite un beau moment en compagnie d'Ondine et de tous les êtres de son chant. Gracias, Pachamama. Gracias, mamá de tierra. On vient de quitter l'endroit où j'ai le séchoir à plantes. Donc il est lui-même dans un séchoir, c'est quand même la grande classe. Ça c'était les séchoirs à tabac, tu sais, traditionnels, il y en a plein dans le coin. Nous on l'a un peu réduit parce que sinon, voilà, on l'a entièrement refait aussi parce qu'il s'est écroulé. Et la partie pro commence au niveau du cerisier et des figuiers. Là tu vois, il y a un plaque minier, il nous fait des kakis de ouf. J'ai je suis craquée pour la maison à cause de ces 2 figuiers, je te cache pas, qui sont magnifiques. Fais gaffe à toi d'ailleurs parce que tu vas t'écharper. Et ici, du coup, c'est là où on peut se poser l'été tranquille. On met la table en travers, on se pose là. Il y a un peu de moustiques, mais ça commence juste, donc voilà. Et là, c'est le début du paradis. Donc là, cette année, ça change tous les ans, la configuration. De toute façon, je suis en bio, donc il faut faire des rotations. On a un peu fait le truc comme ça. Ça, ancestralement, là, on n'avait que ça. C'était nos buts de permaculture pour faire notre potager.
Là, avec l'inondation, les buts de permaculture, ça a un peu foiré. Donc, on a un peu retravaillé les choses différemment. Et là, j'ai mixé à la fois le pro et le potager perso pour encore amener plus de diversité. Donc là, tu vois, j'ai l'agastache, le persil et l'aneth qui ont été semés. Mais entre ça se croise avec les citrouilles, les tomates, et une petite jachère fleurie qui est en train de pousser. Quelques courgettes, voilà. Ici, par contre, on commence à être un peu plus sur basilic tulsi. Donc, comme tu vois, il faut que je repasse avec la paille. Ça fait une semaine que j'ai paillé quand même. Donc, basilic sacré, c'est top parce que c'est un spasmolytique puissant. La molécule qui est dedans, là, est beaucoup plus puissante que sur un basilic grand vert ou citron. Et ça, je mets dans la tisane minette pour les spasmes utérins, mais ça marche aussi sur estomac, intestin. Donc ça, c'est un peu mon petit bébé, j'adore. Donc dans la tisane, je fais une alcoolature de ça aussi. Donc là, il faut que je ramasse les fleurs pour qu'ils poussent encore. Et les fleurs, c'est bête de les jeter, parce qu'en fait, c'est super dans la tisane, ça donne un bon goût. Et ça, je m'en sers beaucoup pour le citron, basilic citron. Basilic citron, basilic grand vert, ils font partie de mon sirop minette aussi, parce que je fais aussi le mode tisane, je le fais en sirop. Et là, il y a le basilic cannelle qui donne un goût de ouf, notamment à la tisane des filles. Ça a un petit goût épicé que j'adore. Là, du coup, tu es sur les framboisiers. Je me sers des bourgeons pour la gémothérapie. Et là, c'est le grand parterre méditerranéen calcicole où tu vois, c'est chouette. Donc ça a 3 ans et ça a déjà subi 2 petites coupes l'an dernier et une coupe cette année. Ça là, ces espèces de gros choux là, je sais pas si tu vois ce que c'est la sauge sclarée. Oui. Voilà, donc j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est magnifique. Ça fait des énormes hampes florales très odorantes. Tout le monde n'aime pas l'odeur, mais il faut savoir que c'est la 2e plante distillée pour le parfum en France. C'est une odeur qu'on dit animale parce qu'en fait elle a un peu une odeur. C'est une plante oestrogénique. Elle est faite pour les femmes. Et les femmes ménopause, préménopause. Donc c'est chouette pour ça. Et j'adore moi cette odeur. Il y en a qui trouveraient peut-être que ça sent un peu le cannabis, je sais pas. Mais moi je trouve pas du tout. Et l'odeur de la feuille est différente de la fleur. Là-bas tu vois les autres fleurs, c'est la sauge officinale. Donc il y a pas mal de sortes de sauge. Mais ces deux-là c'est quand même le top. Ici tu es sur l'hysope officinale. Les gens connaissent peu mais dans l'Est on l'utilise beaucoup plus que chez nous. Lucille, elle en a planté dans ses lignes synthropiques. Ah oui? Ouais. Ok. Mais je l'ai vu ce matin et je me demandais ce que c'était. Ouais. Donc ça c'est pareil. N'hésite pas à froisser la feuille. Tu as senti l'odeur? C'est quand même assez spécial. Hein. Mais du coup ça c'est une super médicinale antiseptique cas de grippe, refroidissement, tout ça quoi. Et donc tu as vu, elle commence à être en fleurs. Après je vais avoir tout ça violet, c'est cool. Donc les aromatiques c'est toujours le top de les cueillir en fleurs. Parce que c'est le top d'excrétion des huiles essentielles. Donc tu vois souvent tu achètes du thym et pas du tout fleuri, voire tu as des critiques parce que ouais c'est quoi ça, cette fleur séchée, c'est pas joli. Mais en fait c'est pas joli mais c'est beaucoup plus médicinal. Là tu as de la menthe verte, classique, c'est pas nana. Ici le thym vulgaire. Donc là je me bats un petit peu en face des herbages parce que le liseron est arrivé. Ouais. Voilà, là c'est le thym citron, pareil, une odeur de dingue. Et là, je sais pas si tu vois, mais on commence à avoir les abeilles. Ça butine à fond. Ouais. Et encore là, ça s'est un petit peu calmé. Ouais. Mais là, on faudrait qu'on en récolte un peu là. Et Paton, quand il était petit, là c'était un tout petit chiot. J'ai des super photos de lui en train de sauter dans les touffes de thym pour choper les abeilles. Je suis Roland qui va me prendre dans sa gueule, il va se faire piquer. Mais non, jamais il s'est fait piquer quoi. Donc là, tu as l'origan. C'est pareil, et là tu rentres dans l'univers de la pizza. Moi je comprends pas qu'on puisse acheter une pizza sans aromates. Rien qu'origan et sarriette, ça te transforme la pizza quoi. Donc j'adore. Bon, outre la pizza, l'origan c'est quand même une des meilleures antiseptiques médicinales qu'on ait. La sarriette c'est pareil, c'est Satureja montana celle-là. L'huile essentielle c'est une antiseptique de fou, antivirale aussi. Donc c'est pas que la pizza tu vois. Et ça c'est pareil, hein, quand tu froisses, quel bonheur. Là, on a évidemment le romarin. Le romarin, il ne se porte pas bien. C'est une des premières plantes sur lesquelles j'ai dû commencer à me dire il va falloir faire quelque chose. Il a tellement plu, en fait, et le sol est tellement asphyxiant, tassant, qu'ils ont chopé Botrytis cinerea, la pourriture noble, comme sur le vin. Et du coup, tu vois, il y a plusieurs plants marron. Alors, en même temps, j'ai traité, j'ai fait une décoction de prêle, donc ça fait une protection physique, ça m'en a sauvé quelques-uns l'an dernier. Et cette année, je t'avoue que j'ai rien fait.
parce que je me dis que les plants qui sont morts, ça va m'aérer les choses parce que j'en ai beaucoup trop en fait du romarin. Voilà, c'est dur quand on se lance de jauger la dose en fait, parce que je sais pourquoi je les ai mis, parce que je voulais faire des aromates, mais je voulais aussi en mettre parce que c'est une super plante pour le foie, le romarin. Donc dans ma tisane détox là, il y en a notamment, mais en fait j'en ai quand même fait 3 fois trop et j'ai pas trouvé le débouché aromate vraiment, je l'ai pas fouillé pour les restos parce que du coup là je perds la notion médicinale, ça m'intéressait un petit peu moins quoi. Donc du coup j'en ai trop et je pense que je vais aérer le truc et tu vois il y a une plante que j'ai très mal réussi, ça fait 2 ans que je la loupe, c'est la menthe poivrée parce que je l'avais mis là et comme tu vois c'est trop à l'ombre je pense. Et donc je pense que tous les plants morts, donc ils vont gicler et je vais aérer le truc en mettant de la menthe poivrée. Bon c'est un peu ce que j'ai en tête. Ici derrière toi tu as la lavande officinale. Donc là, il a fallu faire une grosse coupe sur les lycrises parce que ça a pris de façon phénoménale. Et du coup, elle était un petit peu pas contente. Et ça va être bientôt en fleurs. C'est dommage, t'es pas là quand tout est jaune là. Donc là, on se fait des bouquets, ça sent le curry, c'est le bonheur. Et derrière, il y a du coup la menthe poivrée, un peu, elle est en train de monter là. Et après, il y a la belle menthe nana, la menthe marocaine qui est un bonheur. Et après, niveau arbre, du coup, il y a pas mal de trucs dont je me sers pour les bourgeons déjà chez moi. Je ne suis pas obligée d'aller beaucoup ailleurs. Donc là, tu as des pommiers. Là-bas, il y a des noyers. Il y a l'aubépine qui est là-bas. Donc c'est pour les bourgeons, c'est super comme régulateur de la tension artérielle. Et tu vois, j'ai oublié des touffes là. On va pouvoir commencer là pour ramasser la lavande. Yes. Je retournerai chercher le panier quand on s'y met vraiment. Ah ouais, carrément. Je peux te faire visiter. On va aller jusqu'à la roseraie. Tiens, on va laisser ça là. Et donc j'ai 4 aubépines phares quand je fais les bourgeons, mais je fais aussi les fleurs. Donc c'est vraiment un arbre important dans mes produits. Donc je commence avec les bourgeons, c'est tout petit, c'est hyper long. Mais c'est plaisant parce que c'est un des premiers trucs que je fais l'année. Alors c'est un peu c'est le top départ de la saison quoi. Et après du coup on attend les fleurs. Je pourrais aussi faire les senelles, tu sais ça fait des fruits qu'on peut manger à l'aubépine. Mais bon c'est quand même assez quelconque et c'est un boulot de monstre. Et c'est vraiment, tu peux faire tout du coup. J'aime bien les arbres, c'est comme le sureau. Tu peux faire le bourgeon, tu peux faire la fleur et tu peux faire le fruit. Donc j'en ai 4 là, des belles. C'est magnifique. Et j'ai quand même plusieurs noyers ici. Donc ça aussi c'est cool pour les bourgeons de noyer. Donc super pour les problèmes intestinaux, dyspepsie, syndrome du côlon irritable. Et alors ici, c'était une prairie mellifère et médicinale. Ça allait toujours. J'ai broyé la semaine dernière, enfin pas broyé, broyé. Non, j'ai rotophilé pour faire du foin. Donc c'était horrible parce que la surface est monumentale et j'avais fait la roseraie la veille. Je te dis pas, j'avais mal des doigts de pied au bout des doigts de courbature. Bon bref. Faux, non, j'ai pas de faux, j'ai fait au rotophile, ouais. Okay. Ouais, après le mouvement de la faux, ça doit être bien costaud. Il faut faire une formation. Ouais, je pense. Tu me feras penser, là j'étais en Périgord avant. Et je viens de chez Jigme, qui est un gars qui s'est installé sur 3 hectares, qui fauche peut-être 5000 m2 3 fois dans l'année avec sa faux. Et il a un mouvement, il fait beaucoup de sport. Donc et c'est super efficace. Et ça marche super bien. Ouais. Et j'y pense parce que j'ai une plante pour toi qu'il m'a donnée. Parce que je lui ai demandé, comme c'est agroécologie voyageuse, de faire voyager des plantes de ferme en ferme dans les podcasts que je fais. Et du coup, c'est de l'ashwagandha. Ah, c'est pas vrai! Putain, c'est trop cool! Ah, excellent! Non, j'en ai pas, mais c'est trop bien! Et carrément, j'avais pensé à en faire. Ah, c'est super! Et elle est adaptogène, donc elle te permet de réguler l'énergie dans ton corps. Enfin, je pense que tu sais mieux que moi. Elle a pas mal de... Et eux, ils en prennent, il est très sportif, donc il en prend en poudre très régulièrement. Il ne boit pas de café, très rarement. Du coup, j'ai un tout petit pot. Ouais. Et voilà, j'espère qu'il prospérera. Eh ben c'est cool. Tu vas où après que je réfléchisse à ce que je vais te donner alors? Et après, je rentre en Bretagne chez une copine paysanne herboriste, passionnée par les plantes. Ok, il faut savoir ce qu'elle a pas alors. Peut-être que je sais. La transformation cette année, parce qu'en fait la première année, j'ai semé cette prairie qui n'en était pas une. Avant on avait des petits cochons gascons là, mais avec l'inondation ça a été le gros bazar. Enfin bon, je te passe les détails. Donc plus de petits cochons ici. Et du coup j'ai semé ici avec camomille, coquelicot, bleuet, luzerne, enfin pas mal de propriétés différentes à la fois sur la structuration du sol mais aussi sur le côté mellifère et médicinal. Mais en fait je me suis rendu compte que récolter les bleuets dans une prairie,
à 40 degrés, c'est l'horreur. Parce que c'était 2022, c'est là où il a fait 40 degrés du mois d'avril au mois d'août, quoi. Et en plus, tu mets gavé de temps, c'est pas efficient, même si c'est plaisant, ça peut ne pas l'être quand il fait très chaud. Et tu peux pas récolter tôt le matin avec l'humidité. Donc il faut vraiment attendre que le soleil soit là, qu'elle soit bien ouverte et tout. Donc c'était pas cool. Et j'ai vu que j'étais quand même beaucoup plus efficiente quand je faisais quelques bandes, parce que j'avais fait une bande de calendula et une bande de bleuet. Donc là, du coup, voilà, tu perds pas ton temps et c'est quand même aussi cool de voir ce... Ça fait des îlots de couleurs aussi quand tu fais grouper. Donc, j'ai laissé comme ça. Deuxième année, le mélilo a pris le dessus. J'ai eu quasiment aucun bleuet, quasiment aucune camomille. Donc ça, c'est voilà, l'évolution naturelle des prairies. Je ne pouvais rien y faire. Mais c'était sympa de voir du mélilo. Et du coup, ça m'a permis de savoir aussi à quoi ça servait, point de vue médicinal, mais aussi en pâtisserie. Parce qu'il y a un mélilo qui est utilisé, qui a un goût vanillé. Donc du coup, je ne sais plus si c'est le blanc ou si c'est le jaune. Et je crois que c'est le jaune et moi j'avais le blanc, un truc comme ça. Mais du coup je l'ai fait en infusion et c'est vrai que c'est un petit goût cool. Donc c'était intéressant ça. Le côté culinaire des plantes c'est quand même super cool aussi, il n'y a pas que médicinal. Et du coup après j'ai fouillé, j'ai vu des gens donc comme JB fait des brioches et tout, on a toujours essayé de donner par exemple sur le sureau, puisque je le travaille beaucoup, et l'acacia, essayer de donner ce goût. Donc on avait mis le sirop, on a essayé avec un peu d'hydrolat, machin, mais c'est pas terrible du tout. L'hydrolat de sureau, c'est pas moi qui l'avais fait, hein, parce que du coup, avant de gaspiller, entre parenthèses, toutes les fleurs de sureau que j'ai cueillies, il fallait bien voir si ça avait un goût. Du coup, j'en ai acheté à une ferme artisanale et tu retrouves pas le goût du sureau. Donc j'ai dit, bon, alors ça c'est mort pour faire une brioche au sureau. Fleurs, on a fait un pain à l'ortie, qui est génial, une recette de pain à l'ortie avec l'ortie que j'ai récoltée. Donc il y a une partie poudre, donc qui donne un pain vert et que tu mélanges à la farine, et il faut de la fraîche. Donc c'est un mélange de frais et de poudre et ça a fait un tabac. Et c'est vrai que ça a une odeur de ouf. Et grillé avec un fromage, c'était trop bien quoi. Bon voilà, donc là tu as des lignes avec un mélange de cassissier, rosier, il y en a 4. Du coup j'ai créé un peu de structure verticale, ce qui manquait, avec 2 cognaciers, il y a des amandiers, les chênes, il y en a un pour chaque membre de la famille, pour la petite histoire. Ça vient de la maison de la grand-mère de JB au bord du Lot, donc c'est pas les chênes lambda, on les aime bien, donc Lola, Pablo, JB, moi. Et là tu as un roncier qu'on garde parce que j'utilise les feuilles de ronce et les bourgeons de ronce pour la gémeaux, évidemment les mûres pour la famille et les confitures de mûres. Donc ça c'est top. Et là du coup l'agriculteur m'a prêté 1000 m² pour faire la roseraie. Oh, c'est génial. Ouais, carrément. Au début, donc c'est à sa fille. Au début on avait dit un petit loyer machin, puis dès la deuxième année il m'a dit mais non, laisse tomber. Donc tu les as transférés ils sont en conversion bio? Ça y est, c'est fini. Fini. Ils ont passé les 24 mois et du coup ça y est, c'est en bio quoi. Génial. Total. Et donc là, c'est voilà, les vrais petits bébés. Je suis partie de bouture de mes potes en Corrèze, là, mes Lilotus, qui font ça depuis des années. Et j'étais allée pour chercher les bourgeons de cassissier. Et au final, il est en train de tailler les rosiers. Et il m'a dit, bah, si tu veux, prends-t'en. Et du coup, tous les rosiers de Provins, quelques damas et quelques rosiers de mai, ça vient de chez eux. Donc, je suis partie de 10 cm, quoi. 10 cm, regarde ça au bout de 3 ans. Ils sont magnifiques, hein. C'est génial. Ouais, c'est une terre à rosier ici, je suis trop contente. Alors mon rêve, ça serait tout ça en rosier, mais là on n'est plus sur la même exploitation. C'est intéressant de voir, du coup, le maïs, il n'est pas trop traité. C'est pas une culture qui est méga traitée. Il est en conventionnel quand même. Et le problème de ce maïs-là, c'est juste que c'est maïs sur maïs sur maïs. Mais effectivement, ici, ça va. Je le vois bien. Il doit y avoir un petit herbicide de temps en temps. Il est passé quand il s'est mis à flotter à fond, juste après le semis. Je pense que là, il y a eu une protection des graines. Mais c'est clair qu'il doit passer une fois par an. Je peux pas, vu que c'est un pré, je peux pas intervenir sur quelque chose de... Je vais pas faire une haie d'arbres là, tu vois. Déjà, les rosiers, je me dis, oulala, si un jour ils veulent récupérer les 1000 m², qu'est-ce que je fais? Et alors, les rosiers, tu les utilises pour faire quoi? Alors, les rosiers, on est sur ballot de rose. Donc ça, la première année, j'en avais pas assez pour distiller. Donc, j'ai vraiment distillé la toute première. Et ensuite, j'avais un produit que j'avais appelé, donc pour faire des macérats huileux de rose, tu prends les roses, tu les fais sécher. C'est bon, hein?
Et là qu'il pleut plus, tu sens vraiment la différence avec quand il pleuvait, quoi. Parce que j'ai ramassé quasiment toute ma saison de roses avec les roses trempées, ce qu'on ne fait jamais, quoi. Mais j'ai vraiment pas eu le choix. Et je pense que l'eau florale cette année sera un peu moins parfumée que l'an dernier, quoi. D'ailleurs, c'est même pas je pense, parce que hier sur le marché, on a comparé avec une femme et effectivement... Après, il faut que les gens acceptent que chaque année est différente aussi. Ouais, et ils le font. Après, bon, je peux pas leur en vouloir de se dire, bon, je vais aller chercher mon eau de rose ailleurs parce que ça m'embête qu'elle n'ait pas une odeur de gueudin, tu vois. Après, l'odeur c'est une chose, mais les propriétés c'en est une autre. Je pense que ça n'a pas été dilué, le parfum a été dilué, mais... Ça produit de l'huile essentielle aussi quand tu distilles. Et moi, j'ai un trop petit alambic pour pouvoir les séparer. Je n'ai même pas la peine de mettre l'essentiel, j'aurai une goutte qui va se coller à la paroi, je ne pourrai jamais la récupérer. Donc dedans, j'ai quand même toujours 1% d'huile essentielle. Et là-dedans, tu as quand même des propriétés assez importantes. Et moi, comme je ne les sépare pas, je pense que mon eau florale, elle est cool pour ça. Et j'ai fait l'eau florale. Tu vois là-bas, il y a un petit arbuste qui dépasse devant la serre. On le voit mal, on ira le voir après. Ouais. Ça, c'est un titri. L'arbre raté, tu sais. Et ben, ça, c'est génial, c'est magique. Hein. Il y a une nana qui est géniale à Belembelier. Elle a une copine en Australie qui lui a percé des graines, un lot de graines. Et ça fait déjà un moment, elle m'a dit. Et donc, chaque année, elle part de ce lot de graines et elle se fait des boutures de ça. Et je lui en ai acheté 2. Et l'an dernier, ils étaient dans la serre, en pot, parce que j'ai pas osé, enfin je savais pas trop quoi en faire encore, et un gros pot. Hein. Ils ont donné un bouche énorme là, et je les ai débité les branchettes et les feuilles évidemment, et je les ai distillées. Et l'eau florale du titri, avec le pourcentage d'huile essentielle, c'était mais une tuerie. Ah, une tuerie, ah, je pense que n'importe quelle mycose n'aurait pas résisté. En tant que s'il y avait une épidémie virale ou quoi, il devait être super efficace. Et là, tu verras, on ira froisser la feuille, tu sentiras direct l'odeur. Et dans les arbres trop rigolos comme ça, j'ai eu un patchouli aussi, un tropical. Et c'est pareil, le patchouli, bon, t'aimes ou t'aimes pas, hein, ça rappelle un peu années 60, les hommes, machin. Mais c'est hyper agréable. C'est ton parfum? Oui. Ah, donc t'aimes ça? Ah, j'adore. Ah, mais c'est quand? J'en ai plus, j'ai vendu le dernier dimanche. Et j'avais fait de l'eau florale qui sentait divinement bon. Merde! Oh, bon, on peut pas tout avoir, c'est pas grave. Je reviendrai. Ouais, parce que je dois la rappeler. Et donc, elle aussi, elle a un patchouli. Et là, malheureusement, lui, il n'a pas survécu à ma coupe de distill. Et il avait fait un buisson énorme. Et c'est super parce que tu froisses la feuille de cet arbre, tu as direct l'odeur aussi. Donc voilà, donc du coup, ça, c'est un passage tous les jours, la roseraie. Là, on est en fin. Quand c'est le mois de mai, bah, tu as tous les rosiers de mai quand même. Et ceux-là, quand même, tu as de la chance parce que c'est des rosiers de mai tardifs. C'est des rosiers de mai de grâce. Alors, les boutons floraux s'ouvrent jamais vraiment beaucoup. Mais ils sont tellement poivrés que tu peux vraiment ramasser le bouton, quoi. Ok. Donc là, ceux-là, cette ligne-là, elle part pas de bouture. Ceux-là, j'ai craqué mon porte-monnaie et j'ai acheté au rosieriste de Casse-Tête. J'ai de la chance d'avoir un spécialiste juste au village à côté. Et du coup, là, j'ai des rosiers de mai, je sais plus quelle variété. Ceux-là, ils sont de grâce, tu vois, ils font pas du tout le même port et pas du tout les mêmes fleurs. Ça, c'est tous mes provins de bouture avec quelques damas de bouture au fond. Et après, c'est des rosiers de mai que je lui ai racheté. Les 2 dernières lignes, première année, tu as passé dessous, donc elle a augmenté petit à petit. Et voilà. Et du coup, j'ai de quoi faire une petite production sans me mettre dans le rouge non plus, quoi. Et voilà, la mélisse est là. Et tu en récoltes, tu fais de la récolte sauvage aussi. Et dans d'autres fermes. Oui, et du coup, chez Lucie et Arafat, ça m'a bien permis de faire de la retape quand moi je me plante. Bah, c'est ça. Les maraîchers bio, ça a été une source de... Oh, pardon. Fais gaffe, là, il y a les tuyaux, ne te prends pas dedans. Une source de... Bah, déjà de matière, parce que la camomille matricaire, je la prends dans les poireaux chez eux, le coquelicot aussi. Et j'ai quand même 3 maraîchers bio ici, donc j'ai le choix, c'est trop cool, quoi. Et comme c'est quelque chose dont ils ne se servent pas, bah, ils me laissent cueillir sans souci, quoi. Donc ici, ouais, tu es sur les annuelles. Donc là, tu as mauve, calendula, tu les vois, ils commencent à fleurir. Bleuet, mauve, c'est la mauve de Mauritanie, tu sais, la grosse violette. Ouais. Là, c'est du shiso, ça me suis éclatée cette année. Je me suis dit, tiens, je vais faire ce truc. T'as déjà goûté? Ouais. Ouais, donc ça, c'est, je sais pas. C'est le seul truc que pour l'instant, je vends en frais. J'ai décidé là, il y a une semaine, de le vendre en frais pour les gens qui avaient envie de cuisiner. Trop bien. Là-bas, c'est de l'estragon de Russie. C'est pareil, j'avais pas du tout fait l'estragon. Alors, je pense que, bon, ça aurait été mieux de faire l'estragon français. Parce qu'il a le petit goût anisé que j'aime bien. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Là, c'est des physalis. Parce que du coup... je les utilise dans la tisane pichal à la diurétique.
séché, ça a des propriétés diurétiques, riche en vitamine A, B, C aussi. Et là-bas, il y a encore des physalis. Et là, j'ai mis un peu de tomates. Et donc, c'est pareil, cette parcelle que là, j'ai semé une prairie. Ouais. Cette parcelle, j'en ai marre d'intervenir dessus. Parce que... Mais en fait, la partie culture, c'est pas la partie que je préfère, je te cache pas. Et donc, je pense que c'est pareil. Donc, je vais continuer dans l'idée de faire des lignes verticales et en mode un peu syntropie comme Lucie et Arafat pour arrêter de devoir intervenir quand ils flottent comme ça. J'ai pas pu intervenir avant... Quand c'est qu'on est passé, mais début mai, tu te rends compte, pour mettre en plan les trucs qui sont déjà prêts dans la serre, quoi. Ouais. Bon, et la serre cette année, c'est pareil, c'est un bon mix sympathique avec la verveine citronnée, tac, les courgettes, les tomates. J'avais pas encore fait tout ce mix là. Bon, là, il va falloir que j'allume l'arrosage parce que ça commence à faire sec. Là, on a des petits semis, des trucs que j'ai récoltés. Par-ci par-là. Là, il y a le comment ça s'appelle, le curcuma qui est en terre, le petit là, qui est là. Et là, on a un gingembre japonais qui se cache derrière les tomates. Et ça, là, elle est aux fleurs, trop bien. De la gastache anisée, c'est la première fois que je la fais. Et je savais pas comment ça fleurissait. C'est joli, non? Magnifique. Donc ça, je veux faire un sirop avec ça. Parce que c'est vraiment une plante... C'est un mélange d'anis, de réglisse, de menthe. C'est quelque chose d'extraordinaire. T'as déjà goûté du sirop comme ça? Ah, c'est génial. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie. Et oui, je t'ai pas montré, mais en fait, dehors, j'ai fait une ligne aussi. Et c'est... Vas-y, froisse la feuille. Tu sentiras le goût du sirop. Oh là là, mais je vais te dévaliser. Bon, du coup, c'est le signal, là. Si c'est en fleurs, ça, du coup, fossile. Et je vais commencer à amener au séchoir. Et ça, c'est un petit bébé que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Tu sais ce que c'est, ça? Non. C'est du lentisque pistachier. Ah oui. C'est plutôt rare. Ou pistachier lentisque. Si tu veux. Non, parce qu'on... T'en as parlé déjà. On en a parlé en formation agroforesterie syntropique. Dans les climats méditerranéens, c'est vraiment la strate. Ça fait partie des pionniers. Ah oui, carrément. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. Ça. Ouais. Ça t'en a farci en Corse. J'ai des origines corse, donc c'est vrai que j'aime bien toutes ces plantes. Bah oui. Il me manque le cyste, il me manque la myrte, il me manque plein de choses de Corse. Mais bon, j'ai une terre tellement qui n'a rien à voir que je me lance petit à petit et que c'est souvent pour ces histoires. Et du coup, quand même, la citronnelle de Java, donc j'en ai encore en pot. Oui. Mais tu vois ce qui te sert à faire ton baume anti-moustique. Exactement, le baume de Java. C'est ça que t'avais pris ou t'avais pris le Ice à pic? Alors, hier soir, Lucille m'a prêté le baume de Java. Elle a pris Java, ouais. Là, du coup, il faut que je clean un peu les pots. Mais là, du coup, j'ai une bonne petite banque d'aloe maculata. J'aime beaucoup parce que c'est un truc où je fais pas grand-chose dessus. C'est joli, ça décore. Et du coup, je veux un peu de plan. Voilà, ça permet de retaper un peu niveau économique quand ça va mal, parce que quand tu vends un plan alors que tu n'as pas beaucoup de choses à faire, ça te fait toujours une petite rentrée. Et j'aime bien parce que par rapport à l'aloe vera, il est moins gélif. Donc du coup, les gens ils peuvent quand même avoir un produit qui produit du gel et qui a les mêmes fonctions sur les brûlures. Voilà, parce qu'il en a moins, mais ça, il en a quand même. Rien, je pense. Ça, c'est assez cool. Hein. Ouais. Bon, ça, je te fais un cadeau, tu choisiras celui que tu veux. Oh, bah, c'est super gentil. On m'a dit pour les cheveux que c'était bon. Ah oui, carrément, c'est un super hydratant. J'ai les cheveux secs. Ouais, j'ai une pote qui utilise ça. Ensuite, t'as le géranium rosa qui est là. Donc lui, c'est une tuerie. Je l'ai distillé l'an dernier et c'est génial. Donc ça, la fonction répulsif à moustique en pchit, elle marche bien. Mais c'est surtout qu'il a des propriétés pour la peau. Faut pas oublier quand même. Voilà. Sur la table chauffante, t'as les petits curcuma. Là, j'ai enfin réussi pour la première fois. Ça fait 2 ans que je loupe, mais je pense que j'avais des graines trop vieilles. L'hibiscus, donc l'hibiscus sapdarifa, celui dont je me sers pour faire le sirop bissap. Et donc là, il a enfin germé. Et tu vois, j'ai même fait un test protocolé avec hibiscus qui est passé au congélateur et hibiscus pas au congélateur. Et en fait, on est kiff-kiff sur la germination. Donc, je suis assez contente. Et le titri, alors, il est où? Et le titri, il est là, on est passé à côté. Et regarde, il commence à faire des petites feuilles. Ah, donc je l'ai mis en terre, je me suis lâchée. Advienne que pourra. Là, il y a un peu de verveine et de menthe poivrée. Oui. Et vas-y. Voilà, le titri. Et là-bas, tu as un ravinsara, si tu connais. Ah bah oui, c'est les 2 trucs qu'on utilise bah ouais. Alors j'ai envie de dire malheureusement parce que malheureusement. Alors justement, ouais. qu'est-ce que tu utiliserais pour remplacer ravinsara et titri?
Ah ben, tous les trucs qu'on a ici en méditerranéenne, antiseptique, antiviral, lavande officinale, origan. Ouais. Alors, l'origan d'ici, il est bien, mais c'est vrai qu'Origanum compactum, celui qui est au Maroc, il est encore plus chargé. Mais je pense que l'origan d'ici, il n'y a aucun souci. Je veux dire, qui pousse in situ en huile essentielle. Hein. Pas celui qui pousse chez moi, là, en huile essentielle, il n'aura pas du tout la force de frappe. Satureja montana. Origan plutôt pour remplacer le titri. Ouais, carrément. Et laurier pour le côté antifongique, antiseptique, donc je te dis, lavande officinale sans souci. Origan, sarriette, c'est des antiviraux antiseptiques hyper puissants en fait. Donc là plutôt Ravinsara du coup. Mais les deux, alors le côté titri a le côté plus antiviral que le Ravinsara. Mais que ça soit l'un ou l'autre, tu retrouves les mêmes capacités chez nous en fait. Donc pourquoi aller l'importer d'Australie en traversant le monde quoi. Voilà, et en plus c'est quand même méga dangereux quand ils pensent, parce qu'ils se trimballent avec des énormes containers remplis de titri, le truc ultra méga inflammable en plus. Enfin, c'est un peu une hérésie à l'époque actuelle, tu vois. Bon, bref. Alors que les lavandières traditionnelles dans la Drôme, d'altitude, hein, je ne te parle pas des grandes cultures en plaine, sont en décrépitude totale et plus personne ne s'en sert. Pourquoi en fait ne pas les relancer, quoi, tu vois? Alors ça n'a rien à voir. Donc le Ravinsara, il est là, c'est lui le camphrier. Et là j'ai mis un sol tortueux parce que je l'ai ratiboisé par mes gardes. Et donc j'avais rien d'autre et il survit dans ce pot. Donc ça fait un joli mix. Et à côté tu as un citronnier magnifique qui ne me fait pas de fleurs malheureusement, mais il est là. Je peux casser un petit bout de feuille? Eh bien ouais, et après tu peux vraiment froisser fort. Et normalement tu peux... C'est un filet de barbarie que j'ai ramené de Corse. Ah ça y est, ouais. C'est génial, les plantes. Voilà, et là c'est le gingembre japonais. Okay. Donc ça, c'est pas l'officinal, mais tu manges les boutons floraux. Ça avait un côté un peu foufou que j'aimais bien. Et voilà, du coup j'ai testé. Bon, il paraît que les Japonais en sont fans et que c'est un mets raffiné. Moi je l'aime bien parce que ça fait un sacré feuillage. C'est pas gélif, ça supporte moins 18 ça. Ah oui, on va à la lavande, ouais. Je lance l'eau ici et j'arrive. L'irrigation, je te jure, c'est la bête noire ici, quoi. Donc tu vois cette ligne de sprinkler là, je l'ai ramenée de la roseraie. Ça a été un sacré bordel parce que du coup, j'ai pas détaché les sprinklers, il a fallu le traîner. Ça, c'était semé, donc j'ai raboté le semis. Pouah. Une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais je vais te la poser maintenant, tant qu'on est sur le terrain. Est-ce que tu n'aurais pas envie du coup de limiter ta dépendance à l'eau en plantant plus en strates? Oui, carrément. Mais du coup, il faudrait peut-être que tu te formes en... Enfin, je sais pas, tu as peut-être compris les principes de la syntropie. Ouais. Du coup, c'est dans les projets? Complètement. C'est ce que je te disais, cette partie-là. C'est un peu la seule que je veux arroser. C'est elle qui va me faire de l'ombre, fournir ce qu'il faut pour que j'arrête d'arroser. Après, tu peux pas tout mettre non plus sous. Il y en a qui ont vraiment besoin de soleil, tu vois. Bon, après, moi, et après, moi, je suis pas en mode productiviste de ouf. Oui. Tu vois, j'interviens que dalle. Je ne mets pas d'engrais. C'est le pire que j'ai fait. Attends, enfin le pire en intervention, c'est là, tu vois, le truc retourné, c'est que je fais un purin hortiprel avec un peu de compost, machin, un bon truc bactérien. Quand je vois que ça faiblit un chou quelque part, je leur donne un peu. Mais tu vois, les rosiers, si tu écoutais un rosiériste, tu leur fileras à bouffer tout le temps, ça serait phénoménal, quoi. Je les arrose jamais, je leur fais jamais rien. Ils produisent ce qu'ils peuvent. Je vais pas passer mon temps. C'est du temps, c'est de l'argent, et au final, tu stresses les trucs. Non, ils donneront ce qu'ils peuvent. Tu veux me donner celui-là et tu vas récupérer ton petit panier là-bas ou le tien, il est là-bas? Bon, on va commencer avec ça, pour plus on a un sac. Et je pense qu'il n'y a pas énorme. Donc j'ai déjà récolté ça. Alors le parterre c'est cool parce que du coup bon, tu désherbes moins grâce à la toile tissée, mais quand même on a toujours le potentis, machin comme ça. Tu veux que je désherbe un peu du coup comme toi tu coupes? Ou tu veux couper? Bah je veux bien essayer un moment, mais je vais te regarder. T'as déjà pris ça? Ouais. Bon, donc du coup tu sais, parce que ça là tu vois le steak que je me suis enlevé, je sais aussi, hein, mais au bout de la millième fois tu fais un truc à la con. Donc tu prends des petites brassées, parce que sinon c'est inégal. Tu tords à 90, tu te mets pas sur la trajectoire de la faucille. En plus je vais pas réaiguiser, donc il faut un petit peu brasser. Et c'est tout. Ok. Voilà. Et donc tu fais toute la touffe comme ça. Et après... Tiens, je vais te filmer un petit coup le geste et puis après je fais. Ouais.
En plus, c'est joli quand tu rassembles, t'as vu? Les professionnels, s'ils me voient batailler comme ça, ils se disent, elle n'a pas aiguisé sa faucille. Ah oui. Non, en vrai, c'est vrai que ça s'émousse assez vite. Il faudrait presque tout le temps se trimballer avec sa pierre. Après, j'ai entendu dire que, tu vois, j'ai de la prêle partout ici. Tu la vois, la prêle là, qui s'étend à Arvenset. C'est tellement plein de silice que j'ai entendu dire que les anciens aiguisaient leurs faucilles et leurs outils avec ça. Bon, je te cache pas que ça a l'air un peu moins efficace que la pierre et tu passes un peu ton temps, mais je trouve ça rigolo. Alors tu sais que quand tu vas sortir de là, tu vas sentir le curry. On le touche sans le savoir, les lycrises. Et la chatte, quand elle revient à la maison, elle sent le curry. Je dis, ah, je sais où t'étais, toi. Ah ouais. Alors pour info, je me suis fait mal au ménisque. Ah oui. J'ai l'IRM en fin juin, donc souvent je ne peux pas m'accroupir. Donc je m'assois. Et du coup c'est un peu dangereux parce que tu vois, j'ai la faucille dirigée vers moi. C'est pas le top. Je vais quand même aller l'aiguiser à un moment ou à un autre cette faucille parce que... Eh ben écoute, je veux bien essayer de couper. Allez. Ok. Je vais chercher la pierre pour qu'on ne se blesse pas. Tu te blesses pas. Il faut pas que tu mettes la faucille vers toi. Et le pliage à 90 degrés aide beaucoup. Je force pas beaucoup, mais ouais, c'est vrai que tout est relatif, comme on dit. Non, mais c'est dangereux. Un truc n'est pas assez aiguisé, du coup tu forces, du coup ton mouvement est plus fort et c'est le retour que tu prends après qui va pas du tout, quoi. Si jamais tu te le plantes, ça fait mal. Allez, ça devrait être mieux. Tiens. Franchement, j'ai eu raison de venir parce que t'es vraiment passionnante. Pour moi, l'avenir des pommes, c'est extrêmement local. Il faut vraiment faire une étude avant de se lancer. Je pense que c'est le plus important. Est-ce que les marchés locaux sont déjà blindés? Marché, je veux dire le marché hebdomadaire, tu vois. Est-ce que les revendeurs principaux sont déjà blindés? Est-ce que les AMAP sont blindés? Et les petites épiceries. Si là, tu tombes toujours sur quelqu'un qui vend déjà ses produits, bon, voilà, là tu peux... Si tu n'as pas envie de vendre à des kilomètres sur Internet, il vaut mieux t'abstenir de te lancer dans ce coin-là. C'est juste ça que je dirais, parce que pour moi, ces produits-là, ils se vendent vraiment en local. C'est l'esprit vraiment là, les gens ils me demandent toujours mais du coup ça vient de là, et à chaque fois je réponds oui là à 2 km en face de la Garonne. C'est génial. Et ça je pense que ça change tout, quoi. Sinon ils achètent sur internet et puis basta. Alors si tu vois qu'il y en a, tu les vois celles-là là, elles sont en devenir. Alors coupe pas là. Okay. Vraiment là où c'est très, très fort en couleur. Et donc, qu'est-ce que tu cueilles en sauvage ou dans d'autres fermes aujourd'hui? Alors, en sauvage, je cueille tout, on va dire tous les bourgeons. Parce que je cultive... Ah si, à part les bourgeons de cassissier. Du coup, j'ai pas trouvé de cassissier sauvage et il n'y en a pas trop dans le coin. Mais par contre, les bourgeons de framboisier, oui. On est sur des framboisiers sauvages et cultivés quand je vais un petit peu prendre à la maison. Mais les grosses quantités, c'est en sauvage. Sinon, c'est tous les... Voilà, le noyer, le frêne en bord de Garonne, le sureau, c'est que du sauvage. Voilà, tous les bourgeons d'arbres, en gros, c'est sauvage. Les feuilles de noisetier, c'est du sauvage. Les prêles que tu vois là, je les cultive pas, c'est du sauvage. Donc pour la tisane picha, là, la diurétique. Le chien dent, je le cultive pas non plus, il vient tout seul. Le tilleul. Ça tentait qu'il soit sauvage parce qu'il est quand même plutôt ornemental et mis exprès dans les parcs et jardins. Toutes les messicoles, elles viennent toutes seules aussi. Donc camomille, coquelicot, ça je les ramasse chez les maraîchers bio. La menthe aquatique, je vais la chercher sur des milieux humides clean. Et ça c'est pour faire la tisane des filles. La menthe aquatique a quand même vraiment un goût unique. Que tu ne peux pas retrouver dans de la menthe poivrée, que tu ne retrouves pas sur la menthe verte. C'est vraiment un truc génial en tisane. Qu'est-ce que je fais d'autre comme habitat naturel exprès?
tous les sirops, on est sur de la cueillette sauvage. Je fais pas de, à part la gastache anisée, là justement, que je fais cette année, et la menthe, parce que du coup c'est menthe bergamote, menthe verte, menthe poivrée. Donc là c'est de la culture. Mais sinon, sirop de fleur d'acacia, c'est du sauvage. Sirop de sureau, c'est du sauvage. Guimauve, c'est du sauvage. Fleurs et feuilles de guimauve, feuilles de figue, c'est du sauvage. Farigoule, c'est de la culture. Parce que c'est un citron de thym vulgaire romarin. Donc, le sirop pour la gorge. Père maritime, alors pour moi c'est pas du sauvage, hein, mais en tout cas je le cultive pas. C'est pris sur les plantations de père maritime dans les Landes, alors près de chez ma maman. Comme ça je connais le propriétaire et je connais le mode de culture. Mais faut oublier que je suis des Landes, alors je tiens souvent à mettre une petite touche dans mes produits de Landais. J'ai mis une note corse dans mes produits avec le sirop feuille de figue, parce que je l'ai appelé Calistée. Et Calistée, c'est comme ça que les Grecs appelaient la Corse, ça voulait dire la plus belle. Et pour moi, la Corse, c'est vraiment l'odeur du figuier, quoi. Sinon, il y a le maté landais, dans mes petites touches d'humour rappel, avec du maté et des conifères pour faire une tisane qui booste, quoi. Le maté est entre le thé et le café, niveau excitant. Et puis j'ai fait le baume du landais avec un petit clin d'œil par rapport au baume du suédois, qui est un grand classique en herboristerie quand même. Et j'ai trouvé ça rigolo. Et du coup, c'est avec des aiguilles de père maritime qui sont expectorantes et mucolytiques. Dis donc, c'est qu'on va commencer à avoir chaud, oui. Ouais. On finit ça et on va aller se caler sous les figuiers. Je pense que je vais repartir avec une petite poignée de lavande dans ma poche. Ah bah oui, tu peux. Tu peux te faire un petit bouquet, ça sera joli. Yes. En plus, c'est quand même extraordinaire parce que ça, ce que tu as là, c'est de la lavande officinale. Donc, ce qu'on dit lavande vraie. Ça pousse normalement. Son biotope naturel, c'est 2000-2500 mètres sur sol calcaire. Regarde un peu ce qu'elle donne. Ici, on est sur de l'argile au limoneux avec de l'eau qui stagne pendant les 4 mois d'hiver. Regarde-moi comme elle est belle, quoi. Bon, par contre, comme je t'ai dit, je ne ferai pas de l'huile essentielle avec. Parce que du coup, elle n'est pas du tout dans des conditions de stress hydrique comme elle peut être là-haut. Et du coup, elle ne va pas du tout en produire autant. Et voir la composition, on n'aura rien à voir, tu vois. En fait, en plaine, si tu prends une huile essentielle de lavande officinale, tu vas avoir un chémotique qui va ressembler à de la lavande aspic, qui pousse, elle, plutôt dans les 400-500 mètres. Donc ça n'aura rien à voir. Qui a des propriétés hyper intéressantes aussi, hein, notamment sur les brûlures et les piqûres d'insectes. Tu as deux phases de tri. La plus importante, c'est celle à la base, parce qu'après, c'est un travail en plus dans le séchoir. Et quand vient l'été, quand tu es dans le séchoir, tu te mets quand même très vite à crever de chaud. Et en fait, ton humidité que tu apportes en respirant fait très vite monter l'humidité du séchoir à plantes. Donc, le moins de temps tu y passes, le mieux c'est. Donc, c'est vrai que le pré-tri est important. Après, si tu me ramènes de la prêle là-bas, tu vois, la prêle là, tu m'as pas vu, mais regarde, je la mets en tas. La prêle, c'est une diurétique, elle est dans ma tisane. Ah oui, tu la gardes. Et donc, même quand tu des herbes, tu récoltes ici, c'est pas génial. Oui, parce que toutes les plantes sont médicinales. Ah, mais la tête de Lucille, quand je lui avais demandé de me garder le chien dedans, elle m'a dit: ah ben alors ça, j'en ai hein. Oui, quand tu commences à t'intéresser aux propriétés médicinales des plantes, c'est un truc de fou. Tu peux ne jamais t'arrêter. Parce qu'en fait, elles en ont toutes. Et notamment les plus communes, puisque c'est celles qu'on a étudiées en priorité au final, celles qu'on croise tous les jours. L'exercice le plus fascinant à faire quand tu fais ça, donc tu as vu, il y a quand même un bon panel de produits en herboristerie, c'est quand tu fais les tisanes. Parce que là, donc il y a quand même beaucoup de propriétés redondantes chez les plantes. Ça veut dire que tu as le choix entre plusieurs plantes. Et le choix, du coup, tu peux l'aiguiller en fonction de la couleur, du goût. Et pour une tisane, c'est hyper important. Parce que sur deux plantes qui vont avoir la même fonction, si tu en as une qui est vraiment dégueu au goût, tu vas pas la prendre dans ta tisane, tu vois. Vas-y. Allez. Du coup, on va y aller. Hop. Et si tu veux bien, juste fermer la porte à la main derrière toi. Et derrière, on entend... Qu'est-ce qu'on entend? Ah merde, le moulin. Non mais... Ah, ça t'embête pas? Bah, c'est aussi l'ambiance. Ah oui, ça c'est clair. Le moulin qui fait la farine. Tac, tac, tac. De JB. Voilà. Et tu auras le petit vous du déshumidificateur. Ouais, ça fait partie de la vie. Donc tu vois là, je t'invite à regarder le pourcentage d'humidité. Là, il est à 35%. Okay. Tu vas voir quand on va en sortir, on regardera comme il est.
C'est pour te montrer à quel point nous on dégage de la vapeur d'eau. Donc ici tu as mes clés de séchage. Il y en a 66. On est un peu à l'étroit parce que c'est aussi l'endroit où je stocke. Vu que les plantes, une fois qu'elles sont séchées, elles sont en craft, elles ne doivent jamais se réhumidifier. Donc je ne peux pas les laisser dehors par exemple, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis un peu en saturation et qu'il me faudrait une zone sèche pour, rien que pour ça en fait, pour stocker. Donc la lavande, ça va faire plein de petites, quand ça va être sec, ça va faire plein de petites pétales, ouais voilà, qui risquent de passer et qui passent d'ailleurs à travers la moustiquaire qui me sert de clé de séchage. Donc du coup j'ai piqué des papiers de boulangerie propres évidemment quand même à JB. Il y en a qui se sont taillés des draps, j'ai vu à la taille des clés et ils font ça avec des draps. Bon moi j'ai toujours les mêmes papiers. Voilà. L'important c'est que ça soit un peu poreux, pas totalement hermétique. Et comme ça après quand tu déverses quand c'est sec, t'as plus qu'à prendre le papier à déverser, c'est hyper pratique. Alors quand on cueille, t'as remarqué qu'on fait des touffes. Donc du coup pour bien faire sécher la lavande, il faut décompacter les touffes, tu vois. Ça c'est beau hein. J'aime bien cette phase. Je me suis pas trop mal débrouillée pour dimensionner, même si j'avais pas trop le choix, le séchoir. T'as vu, on est dans une chambre froide en fait. C'était la chambre froide des maraîchers. Et donc là, nous, on n'a plus de moteur avec le gaz pour faire le froid. Mais on a juste un déshumidificateur qui marche directement sur le solaire, quoi. Les panneaux solaires qui sont au-dessus du séchoir. Donc quand il fait très chaud l'été, je le coupe. Mais pour l'hiver où c'est tellement humide en extérieur et tout, il marche quand même plutôt pas mal en continu, quoi. Et tout ça, c'est ma matière première, quoi. Quand je dois faire des tisanes, je viens chercher mon lilas, mon machin, mon bidule. Quand je dois faire des baumes, je viens les chercher ici. Donc un peu ici, tu vois, faut pas que... Tu vois, c'est une inondation, 2021, l'eau, elle est venue ici. Elle est passée à travers les trous qu'il y a pour les roues. Et on avait tous nos livres à l'époque, j'étais pas encore lancée en PAM. Mais là, du coup, s'il y a l'inondation, il faut que je déménage tout dans un lieu sec. Tu vois, là, du coup, j'ai le tilleul d'hier, les coquelicots, l'origan que j'ai cueilli hier aussi. Et le tilleul est presque sec. Là. Ah, t'as qu'à verser comme ça. Je pense que ce qui reste, ça va faire l'affaire. Alors, la lavande, je pense qu'en 3 jours, on est sur du sec cassant. Les trucs les plus longs, c'est basilic. C'est vraiment très riche en eau. Tu peux aussi sécher rien qu'avec le vent. Donc ça, c'est cool. Hein. Tu vois, les sécheurs à tabac, ils marchaient comme ça. Hein. D'ailleurs, je trouvais ça un peu ridicule au début de devoir faire un séchoir dans un séchoir, tu vois. Ils avaient tout un système de ventilation avec les volets. C'était parfait, quoi. Mais bon, c'était la bonne saison, la récolte du tabac, tu vois. Alors que moi, je peux récolter à des moments où il fait encore bien humide. Puis alors, t'imagines, avec le printemps qu'on a eu, là, ça aurait été inséchable. Il a fait que flotter des trombes tout le temps. C'était hyper humide. Je suis quand même en bord de Garonne, donc ouais, je pense que presque tout le monde a recours à ça, à part ceux qui font séchoir solaire. Mais bon, quand t'as pas de soleil, c'est pareil, comment tu fais, quoi? Vas-y, plug au fond. Tu vois, on a gardé 4%, mais voilà. Allez, ouvre, Raus. Mais bien quand tu sors, hein. Pour cette fois-ci, écoute, je te laisse le micro. De toute façon, il est en route, il y a encore la batterie. Bon, de toute façon, on y va direct là. Et je vais nous chercher un sirop de menthe, ça te va? Et voilà, la première partie de ce reportage chez Ondine est terminée. Avant d'écouter la deuxième partie, ou avant de vaquer à vos occupations, prenez le temps de faire pause dans votre activité, détendre un peu vos muscles et respirer. Comment vous sentez-vous ? À présent, demandez-vous, qu'est-ce que l'expérience d'Ondine nourrit en vous ? Avec quoi repartez-vous de cette écoute ? Je remercie les artistes
Moz et Ancestral Elephants de me permettre de vous faire écouter leur musique dans cet épisode. Merci à vous et à bientôt.